Bonsoir à tous. Alors l'émission DFCO et débat va bientôt commencer. Le direct, on est déjà en direct là. Mais en attendant, moi je vais vous montrer un petit peu les coulisses et puis vous pouvez voir juste à côté de moi qu'on a notre invité du jour qui est là et qui est Stéphane Jobard. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous allez ? Très bien, pas trop mal. Vous êtes prêts pour l'émission à répondre à toutes les questions de nos internautes ? Oui, je suis prêt à me faire cuisiner par les internautes et puis par vos spécialistes sur le plateau. Je suis sûre qu'eux, ils sont prêts en tout cas. Là, on est en plein, vous pouvez voir, on est en plein dans les coulisses. Là, on a toutes les portes et tout. Donc là, je vais emmener notre invité sur le plateau de la vraie émission. Vous pouvez me suivre ? Je suis. Allez, on y va. Puis comme vous pouvez le voir, il y a toute l'équipe qui est déjà en plateau. Donc notre consultant du jour qui est Johan Olid. Johan, bonsoir, ça va aussi ? Ça va très bien. Prêt, les petites fiches, il n'y a pas de fiches, toujours pas, non Toujours pas. J'en ai pas eu la dernière fois, j'en aurais pas besoin non plus aujourd'hui. Et puis on a le présentateur et puis Stéphane Kérou qui va répondre justement à toutes vos questions. Pardon, Sébastien, voilà, je me mélange, il y a trop de S ici. Qui va répondre à tout, qui va gérer toutes les questions. Donc Stéphane, pour vous présenter un petit peu nos internautes, ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes un peu un fidèle du DFCO, vous pouvez nous raconter un peu votre parcours au DFCO ? Oui, j'ai été joueur au DFCO jusqu'en 2006 et depuis 2006, je suis entraîneur. J'ai entraîné chez les jeunes, l'équipe réserve et je suis avec l'équipe pro depuis 4 ans. Voilà, je suis en couple avec Monsieur Dalloglio. On a fêté nos noces de bois cette année, 5 ans qu'on est ensemble, et puis on va essayer de poursuivre l'aventure avec lui. Et justement, vous découvrez cette année la Ligue 1 en tant qu'entraîneur adjoint. Comment ça se passe ? C'est nouveau ? Comment vous gérez ça en fait ? C'est une grosse nouveauté effectivement pour nous, mais on le gère très bien. On a une grande envie d'en découdre sur les différents stades de France. Donc voilà, on attend avec impatience les prochains matchs. Une petite remarque à propos du match de ce week-end. Je savais que vous êtes désagréable, je savais que vous êtes... Ouais, ils vont être pires après, moi c'est juste le début. Ouais, la pilule est toujours difficile à digérer, mais voilà, on va la digérer tranquillement, puis en retenir les enseignements. Allez Marine. Allez, c'est l'heure. Allez, on va s'installer. On vous laisse. Moi, je vais de l'autre côté de l'ordinateur. Et puis bonne émission à tous. Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour parler football, DFCO et débat sur l'actualité du DFCO. Avec nous cette semaine, ce n'est pas un joueur, mais un membre du staff, l'entraîneur adjoint Stéphane Jobard. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, notre consultant ce soir, c'est Johan Olid de Cassis FM. Salut Johan. Merci Christophe. Et puis celui qui sera votre porte-voix, votre relais, puisqu'on attend vos questions ce soir pour Stéphane Jobard, c'est Sébastien Kérou. Salut Seb. Ouais, bonsoir Christophe. Alors pour l'instant, on a déjà 10 j'aime sur notre page Facebook. On a 2 partages, c'est énorme, mais continuez. Et puis on a déjà une première question. Alors est-ce qu'on la pose tout de suite Christophe ? Oui. Donc c'est Max Delso qui nous demande pourquoi Bella ne joue pas plus ? C'est une bonne question, c'est effectivement, mais il y a beaucoup de concurrence chez nos offensifs. Et pour l'instant, il nous donne plutôt une grande satisfaction, que ce soit Loïs Diony ou Julio Tavares. Mais l'heure de Jérémy arrivera. On aura besoin de tout le monde tout au long de la saison. Donc, qu'il ne s'impatiente pas trop, Jérémy reviendra sur les terrains. Alors Jérémy, justement, n'était pas là samedi soir face à Guingamp. Ce match nul, j'imagine, vous reste encore en travers de la gorge. Ça a été long à digérer ? C'est encore en phase de digestion, là, mais on va digérer tout doucement jusqu'au prochain match. Effectivement, ce qui nous a un petit peu laissé sur notre faim, c'est le contraste entre les 2 mi-temps. Donc on est surtout déçus pour nos joueurs que leurs efforts ne soient pas récompensés. Alors sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires par rapport à ce match nul. Il y a certains qui ont dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur tactique de fait de ne pas jouer un peu plus défensif pour conserver cette victoire ? On l'a souhaité aussi. Après, le meilleur moyen aussi de ne pas prendre de but, c'est d'avoir le ballon, donc de le garder. Je pense que c'est plus lié à un manque de lucidité ou de concentration à un instant T. Donc ça aussi, ça fait partie des expériences qu'on doit retenir pour durer dans ce championnat. Johan, c'est clairement 2 points de perdus. Oui, c'est 2 points de perdus. Puis ça rappelle malheureusement, au mauvais souvenir des Dijonais, le match nul de Saint-Etienne il y a quelques semaines plus tôt. Ça fait du coup effectivement 4 points perdus en 2 matchs que le DFCO tenait. Il y a quand même effectivement des questions à se poser sur les fins de match et la gestion des fins de match, et par les joueurs et par le staff
d'un point de vue... Vous en parlez entre vous, justement, de ces Exactement, fins de match. on cherche des pistes. On a des pistes, donc on essaie d'analyser déjà le pourquoi du comment. Et le but du jeu, c'est de donner des solutions aux joueurs, qu'on les expérimente pendant la semaine et qu'on puisse les reproduire en match prochainement. C'est quoi? C'est la jeunesse, le manque d'expérience? Alors voilà, on a un groupe avec un peu de vécu de Ligue 1. Et ceux qui en ont ne sont pas là aujourd'hui. Donc je pense à Florent Balmont, à Marvin Martin, qui pourraient être des relais dans les moments un petit peu dans les temps faibles du match et qui ne sont pas là aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais voilà, on ne désespère pas d'apprendre encore et encore pour progresser. Alors Christophe, du coup, on a une question également concernant les joueurs. Est-ce que vous allez faire revenir Maury et Basilio à la trêve comme ils ne jouent pas dans leur club actuellement? Alors, c'est des cas particuliers. Enzo découvre effectivement la concurrence, lui qui était parti en tant que numéro 1. Donc voilà, il faut qu'il s'arme de patience pour gagner cette place. Et Erwan, c'est un peu plus particulier parce qu'il revient d'une opération des croisés. Donc on va lui laisser un peu le temps pour faire sa place aussi à Rouen. Vous êtes déjà en train de préparer le mercato ou pas du tout? On anticipe un petit peu. On sait, on a déjà ciblé des profils de joueurs qu'on souhaite recruter. Mais après, pour recruter, il faut avoir des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. D'autant plus, comme le fait remarquer Jimmy Debuisson, qu'on se demande comment vous appréhendez un petit peu la CAN, finalement, qui va se dérouler en janvier, la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous allez perdre beaucoup de joueurs à ce moment-là? Ouais, on anticipe un petit peu aussi. On sait, alors, si la bonne nouvelle, c'est que le Cap-Vert n'est pas qualifié, que pour Jeux Tavares, que aussi pour Arnold Bokamutu, je ne me trompe pas, c'est le Congo, me semble-t-il. Donc voilà, ils ne sont pas qualifiés non plus. Le problème, ça concerne nos Marocains, nos Algériens. Donc ça peut être Younis Abdelhamid ou Mehdi Abed qui risquent de partir. Donc là, effectivement, on risque d'avoir un manque sur certains postes. C'est quelque chose que vous regardez en début de saison, justement, les profils de ces joueurs? Pas en début de saison. Là, on les avait profilés en début de saison. On a fait un recrutement en conséquence avec Adam Lang, Mehdi Abed. Et aujourd'hui, c'est plutôt un réajustement par rapport aux performances des premiers matchs. Alors pour revenir justement sur les performances, vous restez quand même sur une bonne dynamique malgré ce match nul. C'était le 6e match en défaite. On va le voir au classement après 12 journées. Un classement toujours dominé par l'OGC Nice. Ça va s'afficher là dans quelques instants. Dijon est dans la deuxième partie du tableau avec 14 points à 4 longueurs d'avance sur Lille, 18e et barragiste, et 5 sur Nancy, le premier relégable. Est-ce que vous êtes donc en avance un petit peu sur votre tableau de marche du maintien? Parce qu'on est quasiment au tiers du championnat. Et si on multiplie 14 par 3, ça fait 42, ce qui est logiquement... On prendrait, je crois, mais on n'avait pas établi forcément un tableau de marche. L'idée, c'était vite de gagner des matchs, parce que pour se maintenir, il faut gagner des matchs. Donc aujourd'hui, on est conscient de nos lacunes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir des lacunes, si je regarde bien le tableau. Voilà, aujourd'hui, on peut lutter en Ligue 1, on le sait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On sait que ce sera compliqué. Mais voilà, il y a un mini-championnat, deuxième partie de tableau, qui commence à se dessiner, dans lequel il faudra être performant pour laisser 2 voire 3 équipes derrière soi. Justement, par rapport à vos lacunes, il y a Jordan Benoît qui nous demande si la défense dijonnaise est encore faible, finalement, aujourd'hui. Force est de constater qu'on prend beaucoup de buts, mais ce n'est pas seulement nos 4 défenseurs qui sont mis en cause, c'est plutôt l'animation défensive de toute l'équipe. On y travaille, mais voilà, on a affaire aujourd'hui à des attaquants de Ligue 1 qui sont très performants. La grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est la qualité de ces attaquants. Donc voilà, il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire. Et c'est un secteur dans lequel, justement, c'est PABTSTN, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous demande dans quel secteur est-ce que vous comptez vous renforcer à la trêve. La défense, ce sera justement un de ces secteurs à privilégier. On pense qu'on a du potentiel dans cette défense. On ne désarme pas, on pense faire grandir nos joueurs. On n'est pas dans une politique Kleenex à Dijon. Voilà, on prend le temps de former les joueurs et de les faire grandir avec nous. Johan, tu vois? Oui, non, parce que la défense, effectivement, il y a déjà pas mal de joueurs. Et puis, il faut aussi se rappeler que sur les dernières semaines, tour à tour, on n'a pas eu Florent Balmont en milieu défensif. Alors, effectivement, il est très intéressant à la relance. Il est très intéressant aussi pour venir stopper les milieux de terrain adverses. Il y a eu Varro qui a été privé de 3 matchs aussi. Donc, il a fallu faire avec une défense centrale sans Cédric Varro. Il y a eu le match de Coupe de la Ligue avec des défenseurs qui ont tourné aussi. Donc, il n'y a pas eu une seule défense centrale et 4 titulaires qui ont eu une dizaine de matchs pour s'exprimer ensemble et pour vraiment construire quelque chose et puis devenir vraiment expérimenté. Donc ça peut aussi expliquer les quelques lacunes dont parlait Steph tout à l'heure. Je sais qu'on a beaucoup de questions chaque semaine sur Marvin Martin. Ça sera un peu votre joker, justement? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que Marvin, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne sans problème. Donc on dispute un match amical vendredi. Donc voilà, on va le remettre sur le terrain et on est conscient de la qualité de Marvin. C'est comme un international français. Puis je peux vous dire qu'au quotidien, lorsqu'on le côtoie,
c'est une réelle plus-value. Il rend les choses compliquées simples. Donc ça, des joueurs comme ça, les entraîneurs en veulent toujours. Et justement, Emran nous demande si effectivement Marvin Martin sera d'aplomb en fait, pour le prochain match de championnat. Pareil pour Balmont, en fait. Alors, pour Marvin, je vais être un peu plus affirmatif. Je pense qu'il sera effectivement disponible. Pour Florence, un peu plus délicat parce que c'est le mollet, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on va encore le ménager ce week-end et puis on va attendre de le réintégrer dans le groupe la semaine prochaine pour voir s'il postule pour jouer à Nancy. Il y a une grosse attente sur Marvin Martin quand même. Bah oui, bien sûr, parce que normalement c'est un joueur qu'on ne devrait pas voir à Dijon. Parce que c'est vraiment un pari, c'est un joueur très talentueux. Aujourd'hui, s'il est là, c'est qu'il a très peu joué à Lille et il souhaite se relancer. Donc il a pensé, à juste titre, que le cadre de Dijon était le cadre qu'il lui fallait pour se relancer. Donc voilà, on attend qu'il montre toutes ses qualités au sein du groupe, ce dont on ne doute pas un instant. C'est la rotation offensive, justement. Vous cherchiez depuis longtemps une autre pointe? Alors, c'est pas vraiment une pointe, Marvin, mais c'est plutôt l'atout créatif de notre équipe. Il fait la passe qu'on ne voit pas du bord du terrain, il est capable de faire des décalages à lui tout seul. Donc voilà, c'est vraiment une arme supplémentaire pour notre équipe. Allez, on va parler maintenant un petit peu plus de vous. Vous avez 45 ans, vous avez connu le DFCO depuis toujours, et vous êtes donc l'adjoint d'Olivier Dalloglio depuis qu'il entraîne en Ligue 2, depuis qu'il est arrivé. Ouais. C'est quoi votre rôle alors? Moi, je suis l'adjoint, donc c'est toujours difficile à définir parce qu'on a des spécialistes de tous les postes dans le staff. Et moi, je suis spécialiste de rien. Je suis responsable de tout, mais je suis responsable de rien. Alors, bon, bref. Bon, mince, c'est pas grave. Et voilà, non, je suis à disposition d'Olivier. Donc, c'est lui qui définit mes missions, que ce soit au niveau de la vidéo, au niveau des entraînements. Après, il y a une étroite collaboration avec Olivier pour effectivement disperser les tâches. Et, enfin voilà, nous, on est heureux d'avoir un chef d'orchestre comme Olivier parce qu'il nous implique, il nous consulte. Donc voilà, on sent vraiment faire partie à part entière du projet. Et il y a Véronique Coine qui est très curieuse là sur Facebook. Elle nous demande justement comment se passe votre relation avec Olivier Dalloglio. Est-ce que les décisions sur les choix des joueurs sont communes? Alors ça, c'est Olivier qui donne le tempo. Soit il peut décider tout seul parce que c'est lui qui décide en dernier lieu, mais souvent il consulte l'ensemble de son staff pour avoir des avis sur certains joueurs ou pas. Et donc après, il peut effectivement en tenir compte ou pas, mais voilà, il y a une concertation qui se fait assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on s'est impliqué, mais en dernier lieu, c'est comme Olivier qui décide. Vous êtes son oreille auprès des joueurs, qui se confient peut-être plus facilement à vous? Alors oui, tous les membres du staff sont un peu une porte d'entrée pour les joueurs, pour communiquer avec Olivier. À nous de filtrer les informations qui sont nécessaires au bon fonctionnement du groupe et au bon fonctionnement de l'équipe. Mais effectivement, nous, notre rôle aussi, c'est de concerner tout le monde dans l'équipe. Surtout, notamment les joueurs qui ne jouent peu ou pas. Faut les faire sentir concernés et continuer à les faire progresser. Parce que le jour où la porte va s'ouvrir, il va falloir qu'ils soient performants et répondre tout de suite présents aux attentes d'Olivier. Il y a Jimmy qui se pose une question là, enfin un peu plus générale. Comment on devient entraîneur adjoint? C'est une bonne question. C'était de sport avant, c'est ça? Ouais, j'étais prof de PS et j'ai mal tourné, je suis devenu entraîneur. Et non, mais c'est Olivier qui m'a sollicité, on a travaillé ensemble chez les jeunes. Et lorsque l'opportunité lui était offerte d'entrer l'équipe première, on avait collaboré ensemble chez les jeunes et ça a bien fonctionné, donc il m'a proposé le poste. Donc connaissant le personnage et puis en étant un historique du club, je me suis dit que c'était une porte ouverte qui ne se refusait pas. Il y a souvent des adjoints qui deviennent après entraîneur principal, ça vous tente un jour? C'est souvent la question qu'on pose au numéro 2, si on veut dire numéro 1. Aujourd'hui, on forme une doublette qui fonctionne et moi je m'épanouis à ses côtés, donc ça se passe très très bien. Donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être sur un banc de Ligue 1. À 45 ans, j'ai encore les yeux qui brillent, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc non, voilà, aujourd'hui, c'est un ticket qui fonctionne bien. J'ai envie d'aller jusqu'au bout du projet avec lui. En tout cas, il y a beaucoup d'anciens élèves là, qui sont sur les réseaux sociaux. On passe un petit bonjour. Voilà, Émilien notamment. Dites-nous s'il était sévère, s'il donnait des heures de colle. Je laisse propre juge. Alors vous avez été aussi joueur, vous avez connu la montée en Ligue 2 avec un certain Rudy Garcia que vous allez retrouver prochainement. Ça va vous faire quoi de le retrouver sur le banc d'à côté cette fois-ci? Déjà, ça me fait plaisir. On a déjà communiqué. Je lui ai dit qu'on se reverrait prochainement à Gaston Gérard, là où je pense qu'il est né comme entraîneur, Rudy. Donc voilà. Après, on me dit toujours qu'il faut tuer le père effectivement pour grandir. Donc
J'espère que quelque part, on fera mal aux Marseillais début décembre. Il y avait eu une sacrée fête pour la montée d'ailleurs, non? Oui, je vois où tu veux en venir. Une petite baignade. Voilà, on avait fait le pari que si on montait, on se baignerait place François Rude, donc ce qui était fait avec Rudy, l'ensemble du staff et les joueurs. Malheureusement, j'avais marché sur un morceau de verre, donc j'en ai gardé 3 points de suture, voilà. Bon, ça fait partie de la légende du club. Et justement, Christophe, par rapport à Rudy Garcia, alors vous savez très bien que d'habitude, c'est Théo Saumon qui se trouve ici. Malheureusement, il ne peut pas être là J'ai pris la place du aujourd'hui. numéro 1, c'est Voilà. Et il y a Théo qui est tout de même présent. Il est toujours là, Théo, sur les réseaux sociaux, qui nous demande justement qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Rudy Garcia à l'OM. J'en pense le plus grand bien pour un des grands clubs français comme Marseille. Connaissant Rudy, je pense que je ne sais pas comment il va naviguer dans le contexte marseillais, mais il a du caractère. Donc je pense qu'il va petit à petit installer son mode de fonctionnement et on verra vite la patte Garcia dans l'équipe de l'OM. Johan, le duo Bompard-Garcia a été dépassé dans les cœurs par le duo Jobard-Dalaglio. Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est un travail un peu de l'ombre, parce que celui qui est le plus exposé systématiquement, c'est Olivier Dalaglio. Mais effectivement, quand on discute un peu avec Stéphane, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde. Et puis Olivier, systématiquement, quand on se met à parler de son staff, des décisions ou même tout simplement de l'organisation du club, met systématiquement en avant et ne laisse jamais de côté son staff aussi. Il parle systématiquement de Stéphane, de ses adjoints, de l'entraîneur des gardiens, également des gens qui font les vidéos, qui préparent tout. Donc je pense que c'est tout ce petit système-là, et puis ce côté famille encore finalement, puisque c'est quasiment les mêmes, je crois même tous les mêmes qui sont montés de la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc c'est une juste récompense pour tout le monde que de rester en Ligue 1 tous ensemble et puis de vivre l'aventure jusqu'au bout, comme l'a dit Stéphane. Ouais. Vous êtes une vraie famille. On se souvient qu'Olivier avait eu des soucis avec la justice, pour rien du tout en plus. On vous aviez senti très très rassemblés derrière lui. Écoutez, oui, parce qu'effectivement, il y avait une grande injustice derrière la démarche judiciaire. Donc, effectivement, on était resté présent derrière Olivier, mais comme Olivier le fait pour les petits aléas de la vie de chacun. Donc, effectivement, il y a des liens forts qui nous unissent parce qu'on vit d'autres choses au quotidien. On vit en dehors des terrains et du club très très bien ensemble. Donc voilà, il y a un petit supplément d'âme dans ce staff et dans cette équipe. Et je pense que lorsqu'on n'est que Dijon, dans le paysage du football français, on a besoin de cette petite plus-value pour exister. En tant qu'entraîneur adjoint, justement, il y a Patricia qui se pose la question. Est-ce que vous sentez que le DFCO peut se maintenir en Ligue 1 cette saison? Je vais rassurer Patricia, effectivement, je sens qu'on peut se maintenir en Ligue 1. Ouais. Oui, effectivement, on avait une crainte en début de saison, on avait du mal à s'étalonner par rapport aux forces en présence. On connaissait très bien le championnat de Ligue 2, on découvre celui de la Ligue 1. On avait peur quelque part de faire un parcours à la Troyenne. Et aujourd'hui, on est rassuré. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a 14 points aujourd'hui. Alors, on est en milieu de tableau. Donc voilà, on peut lutter. On va lutter et on va mettre toutes les chances de notre côté pour se maintenir. Par contre, étant donné que vous êtes entraîneur adjoint, il y a une question qu'on n'a pas pu poser la semaine dernière. Vu que vous êtes entraîneur adjoint, c'est parfait. Ça concerne justement la tactique et les difficultés qui sont rencontrées par votre équipe. C'est une question de Damien. Damien Bonvalo, comment vous pouvez expliquer les difficultés rencontrées par le DFCO contre des équipes au jeu direct et physique comme Angers et Bastia? En connaissance de cause du contexte corse, vous étiez préparé à cela. Donc pourquoi vous n'avez pas réussi à y répondre en concédant énormément d'occasions et 11 corners en une seule mi-temps? Vous avez raison, notre internaute, là, c'est qu'effectivement, on souffre dans le défi physique. Quand vous regardez le format de nos joueurs, on a des joueurs de ballon, des petits gabarits qui fuient le duel. Et lorsqu'on nous propose ce genre de position, on est en difficulté. Donc voilà, lorsque en un contre un, on se fait marcher dessus, il faut trouver des solutions collectives. Donc aujourd'hui, on y travaille, mais effectivement, voilà, dans le profil de joueurs qu'on souhaite recruter, on souhaite recruter des joueurs un peu plus athlétiques, notamment au milieu de terrain, pour effectivement répondre à ce genre de problème. Alors le milieu de terrain de Nancy est assez justement physique, c'est ce qui vous attend. On va regarder votre calendrier des 3 prochains matchs à venir avec 2 déplacements qui vont s'enchaîner. C'est le cas à Nancy et à Bordeaux, puis il y aura la réception après de Monaco, un match de gala décalé au mardi. Match à 6 points face à Nancy. À 6 points, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, effectivement, les confrontations contre nos adversaires directs vont peser lourd dans la balance. Donc celui de Nancy, effectivement, est important, ne serait-ce que pour les maintenir à distance. Mais effectivement, on ne se désarme pas et on ne s'interdit pas de battre Bordeaux et Monaco aussi. Donc voilà, si on nous avait dit qu'en début de saison, notre première victoire, on l'aurait emportée contre Lyon et pas Nantes, on n'aurait sûrement pas beaucoup cru. Donc voilà, on ne s'interdit rien, on respecte beaucoup de monde, on n'a peur de personne et puis on prendra nos matchs les uns après les autres.
C'est quand même l'occasion d'écarter un rival, Johan. Mais ce qui est rageant, c'est que sur les derniers résultats, on sait que Dijon connaît la formule parce qu'ils ont réussi justement à faire des très bons matchs contre des grosses écuries. Et puis malheureusement, on tombe parfois, ou en tout cas on concède des points contre des équipes qui nous semblent un peu plus abordables. On parlait tout à l'heure de défis physiques, il y a aussi l'agressivité. Il faut être dedans pendant 90 minutes en fait. Et je pense que contre une équipe comme Nancy, dans la forme actuelle, avec le DFCO qui va récupérer des joueurs blessés, on l'a dit, qui va peut-être récupérer Balmont, alors peut-être pas contre Nancy, mais en tout cas sur les prochains matchs, il y a moyen de faire quelque chose. Donc oui, c'est sûr que c'est contre ce genre d'équipe qu'il faut absolument gagner. Après, c'est des victoires de prestige contre Lyon, contre Monaco. On sait très bien que ce n'est pas nos concurrents directs. Mais ça fait toujours du bien et au moral et au classement. Il y a les gros supposés qui arrivent là, Marseille, Monaco. On va recevoir du lourd à domicile, Monaco, Nice et Toulouse, je crois. Voilà, c'est ça. Sébastien. Toujours par rapport à la tactique, il y a Christopher qui se demande pourquoi ce passage à 2 attaquants, qui fut une bonne idée à un moment, mais malheureusement le match nul et la stratégie première avant tout, c'était un attaquant en pointe, a priori. Ouais, mais effectivement, pour créer des espaces pour Loïs Diony, on a souvent besoin d'un Julio Tavares, donc c'est une entente qui fonctionne plutôt très très bien. Demander aux défenseurs guingampais, toi qui es supporter, je crois d'ailleurs. Ah non, tu pourras leur demander d'ailleurs. Je Pour leur demander en premier temps s'ils n'ont pas souffert. Antoine Comboiré l'a reconnu. Et si notre internaute a bien regardé, on est passé à une pointe en fin de match. On a renforcé notre milieu de terrain. Et on a effectivement craqué sur du jeu aérien. C'était avant tout de la fatigue. Je pense que manque de lucidité sur des duels à disputer dans le 1 contre 1, une défense individuelle. Voilà, 2 joueurs pour un joueur, donc forcément on crée un décalage. Ce système en 2 pointes, c'est quand même votre système préférentiel. On l'a vu beaucoup l'an passé aussi. On savait que en Ligue 2, que lorsqu'on est 2 attaquants, on pesait forcément sur l'adversaire. Et on le fait aussi en Ligue 1 lorsqu'on juge que les charnières centrales sont en difficulté. Donc on l'a fait contre Lyon, on l'a fait contre Guingamp. Et ça nous a donné plutôt raison parce qu'on a marqué 4 et 3 buts, je crois. Donc à nous, effectivement, de rectifier le tir défensivement. Par contre, on revient justement au match contre Guingamp. Il y a Jordan qui nous signale justement que Antoine Comboiré avait signalé qu'il avait l'impression de jouer contre la meilleure équipe du championnat. Que pensez-vous de ça? Je pense que je pense qu'il nous a un peu idolâtré, l'ami Antoine, en première mi-temps. Et vous l'avez surpris aussi. Ouais, je pense qu'il y a plus l'effet de surprise. Et puis voilà, on a fait une très bonne mi-temps dans l'Impact. Il y a le Barça avec Gourcuff, la ouais, meilleure équipe. Voilà. Mais ce serait bien qu'on le fasse sur un match entier. On joue trop, on manque de constance sur la durée d'un match. On joue trop par mi-temps. Donc voilà, on va essayer d'agrandir ce temps. Voilà. Bon, on va en garder un petit peu sous le pied. Non, mais effectivement, voilà, la gestion des temps faibles, voilà, un axe de travail pour le staff sur les semaines à venir. Eh bien, la gestion du temps, c'est pour nous aussi l'heure du coup de sifflet final, justement. Merci Stéphane d'être venu, Johan aussi. Sébastien, merci pour toutes les questions. Merci à vous, les internautes, d'avoir participé grandement à cette émission DFCO et débat. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour un nouveau numéro. Salut à tous.